il faut rappeler quand même, parce que ce serait faire une injustice à Rousseau que de ne pas le dire, qu'il est aussi célébré aujourd'hui, qu'il a été caillassé, banni, diffamé et mis en situation de difficulté pendant toute son existence. Peu d'hommes publics ont eu une existence aussi compliquée et a été victime d'autant de violence que lui. Alors on rappelle évidemment, et quand on a proposé ce forum, on n'a pas manqué de nous rappeler que Rousseau n'était pas un modèle de moralité personnelle et que s'il avait consacré un traité à l'éducation, donc l'Émile, il avait abandonné ses propres enfants. Sans aucun doute. Rousseau d'ailleurs l'assume, c'est le début des Confessions. La question est moins peut-être de savoir si Rousseau a abandonné ses enfants que de savoir si c'était une pratique courante à l'époque ou pas. Sans aucun doute oui. Si la plupart des gens qui abandonnaient leurs enfants le regrettaient ou non, sans aucun doute non. Et si Rousseau est plutôt une exception pour avoir abandonné ses enfants, sans aucun doute non. Pour avoir regretté cet abandon et pour en avoir fait le point de départ de confession et d'une introspection personnelle sur sa responsabilité à l'égard du futur, sans aucun doute oui. Alors bien sûr, pour autant, c'est un personnage absolument insupportable, Rousseau, et la lecture des Confessions ne le rend pas particulièrement aimable, ni ne donne pas très envie de le fréquenter au quotidien. Il est de toute évidence particulièrement torturé, il est de toute évidence particulièrement contradictoire, il le dit d'ailleurs et il l'assume dans ses réactions. Il n'a pas des relations faciles avec ceux et celles qui l'entourent. Il a souvent aussi des sortes de crises de parano, comme on dirait aujourd'hui, hein, quand il se réfugie en Angleterre chez quelqu'un qui pourtant ne lui veut que du bien. Il le soupçonne très vite de comploter contre lui et il imagine que la terre entière veut l'assassiner. Il finira d'ailleurs ses jours avec cette espèce d'imagination plus ou moins fantasmatique, plutôt plus que moins, qu'il existe un complot de l'humanité entière contre sa pensée et contre sa personne. Mais au-delà de ces éléments un peu folkloriques du personnage, je partage tout à fait le point de vue de Jacques de Buzon pour dire qu'il y a une date absolument fondatrice, de mon point de vue, pour la modernité, c'est 1762. 1762, c'est la publication simultanée, pratiquement à quelques mois près, de l'Émile et du contrat social. Et ce qu'on sait assez peu d'ailleurs, c'est que le contrat social est déjà dans l'Émile, qui paraît avant. Puisque dans le livre 4 de l'Émile, il y a une explication du contrat social. Le contrat social est d'ailleurs lui-même formulé, puisque le précepteur d'Émile lui explique que l'aboutissement normal de l'éducation qu'il lui a donné, c'est le contrat social, c'est-à-dire chacun ayant une part de sa liberté dans la volonté générale et qui reçoit en contrepartie une part de cette volonté générale, et que c'est là le fondement de la société démocratique. Donc pour moi, cette coédition est plus qu'une coédition, cette imbrication de l'enjeu éducatif et de l'enjeu politique à travers même l'Émile est porteur d'une très grande modernité. Et ce qu'a évoqué Jacques de Buzon sur l'état de nature me semble à cet égard particulièrement important. Je ne vais pas être très long parce qu'on a déjà un tout petit peu de retard, mais rappeler que nous connaissons tous bien sûr la vulgate rousseauiste qu'ont répété des générations d'élèves qui ont été au biberon de la gare des Mijards. L'homme est bon et la société le corrompt. Et il y aurait une espèce d'antériorité chronologique de la bonté de l'homme par rapport à la corruption sociale, économique et politique. Cet état de nature, pour moi, et avec le recul, et en ayant travaillé un peu sur l'ensemble des questions éducatives, je ne le perçois pas du tout comme une antériorité historique. Et je pense que Rousseau, à aucun moment, n'a pu imaginer qu'il y a eu des hommes bons qui ont cohabité dans une société naturellement bonne, en toute harmonie. En revanche, je le perçois plutôt comme une sorte de... Alors je vais prendre des métaphores qui, comme toujours, sont à la fois porteuses et fausses, comme une sorte de ligne de fuite
ou de fondation invisible du système. S'il ne restait pas quelque chose de bon au fond de tout homme, même le plus pervers et même le plus méchant, l'éducation et la démocratie seraient impossibles. Et donc il faut qu'il reste au fond de chacun quelque chose de bon et de positif. Parce que c'est grâce à ça qu'on peut éduquer, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer sur éduquer, et c'est ce qui peut permettre d'espérer l'émergence d'une bonne société. Et donc, je vis, moi, mais je perçois, mais avec une interprétation qui évidemment est un peu la mienne, cette idée de perfectibilité que Rousseau va mettre en avant de l'être humain, que nous avons traduit dans la modernité par l'idée d'éducabilité, à savoir l'homme est éducable, et tout homme peut apprendre, grandir, progresser et accéder à la pensée dans la mesure où il en a les moyens en termes biologiques. Cette idée d'éducabilité, cette idée de possibilité de développement de tout un chacun, trouve chez Rousseau une espèce de corollaire dans l'existence d'un état de nature qui rend possible, en quelque sorte, par un effet de symétrie dans le système, l'émergence de l'éducation et l'émergence d'une politique bonne, plutôt que d'une bonne politique, parce que je pense que la notion de bonne politique ne lui aurait pas plu. Alors au-delà de ça, bien sûr, pour moi, et en complément de ce qui a été dit, en quoi Rousseau est-il promoteur en matière éducative? C'est évidemment l'auteur de l'Émile, qui est ici au cœur du propos. J'ai cherché, à l'occasion de cette année Rousseau, ce que les gens qui ont succédé à Rousseau en ont dit, et en particulier sur les questions d'éducation. J'avais en tête que Rousseau n'avait été mobilisé que par les éducateurs de tendance libertaire, ou par ceux de l'éducation nouvelle qui, dans la mouvance de Claparède, qui a fondé l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève, croyaient qu'il fallait simplement se contenter d'observer l'enfant pour pouvoir lui permettre de se développer. Puis j'ai eu la surprise de découvrir qu'avant le Rousseau libertaire, dont on pourrait presque faire un précurseur dans certains cas de Libres enfants de Summery, il y avait eu d'autres interprétations, des interprétations inverses. J'ai par exemple trouvé dans un roman où on ne pense pas a priori entendre parler de Rousseau, qui est le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, j'ai trouvé dans le Comte de Monte Cristo une réplique tout à fait étonnante où Alexandre Dumas fait dire au Comte de Monte Cristo à propos de Madame de Villefort, quant à Madame de Villefort, elle gourmanda son fils avec une modération qui n'eût certes pas été du goût de Jean-Jacques Rousseau si le petit Édouard se fût appelé Émile. Rousseau eût aimé qu'elle fût plus autoritaire. Bon. Et donc l'image d'un Rousseau libertaire, vous le voyez, n'est pas tout à fait l'image qui s'est imposée d'abord, puisqu'on y voit à travers Alexandre Dumas l'image d'un Rousseau autoritaire. Alors comment expliquer ce paradoxe? Et je reviens à ce que disait Frédéric, cette idée d'un Rousseau dont on a le sentiment qu'il dit quelque chose et qu'ensuite il dit le contraire, dans le champ éducatif. Comment expliquer que Rousseau soit enrôlé aussi bien pour rappeler l'importance de l'autorité aux éducateurs laxistes que pour justifier la pédagogie libertaire de Libres enfants de Summery, et expliquer que, bien évidemment, au nom de Rousseau, il n'y a aucune raison d'interdire la masturbation, ce que fait Nil dans Libres enfants de Summery. Comment expliquer qu'il soit ainsi mobilisé de manière aussi paradoxale et contradictoire? C'est que, mais je vais aller vraiment très vite, la contradiction est présente au sein même de l'Émile. D'une part, Rousseau dit clairement dans l'Émile ce qui deviendra la sorte, j'appelle ça la vulgate de l'éducation nouvelle. Vous connaissez certainement de ces formules. À propos de l'enfant, il dit qu'il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu'il l'a compris lui-même. Qu'il n'apprenne pas la science, qu'il l'invente. Si vous substituez dans son esprit l'autorité à la raison, il ne raisonnera plus, il ne sera plus que le jouet de l'opinion des autres. C'est un peu, on va dire, la vulgate de l'éducation nouvelle, un peu libertaire, assez écolo, qu'il ne sache rien parce que vous le lui avez dit, mais parce qu'il l'a compris lui-même. Bon, créons des situations où l'enfant comprend lui-même, qu'il n'apprenne pas la science, qu'il l'invente.
La construction vaut mieux que la transmission. Si vous substituez dans son esprit l'autorité à la raison, il ne raisonnera plus, il ne sera plus que le jouet de l'opinion des autres. Et donc on a là presque le cœur doctrinaire d'une éducation, on va dire, centrée sur l'enfant, tel qu'on peut se l'imaginer dans une certaine idéologie, dans une certaine mouvance pédagogique, voire pédagogiste. Mais d'autre part, si on lit l'Émile, on trouve à quelques pages d'écart, c'est ça qui est assez étonnant, des formules qui témoignent de la volonté assumée d'exercer le pouvoir jusqu'aux limites même de la manipulation et voire du dressage. On trouve, à propos de l'enseignant et de son élève, sans doute il ne doit faire que ce qu'il veut, mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu'il fasse. Il ne doit faire que ce qu'il veut, parce que s'il ne fait pas ce qu'il veut, ça ne marchera pas, mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu'il fasse. Donc, votre travail, c'est d'organiser qu'il veuille ce que vous voulez qu'il veuille. S'il ne veut pas faire des mathématiques, mais qu'il préfère lire des BD, c'est pas bien. Il faut que vous organisiez pour qu'il veuille lire des BD. Bien sûr, il ne faut faire que ce qu'il veut, mais il faut que ce soit vous qui vous débrouillez pour qu'il veuille ce que vous avez voulu qu'il veuille. C'est vous qui devez vouloir ce qu'il doit vouloir. Il ajoute, il ne doit pas faire un pas que vous ne l'ayez prévu, il ne doit pas ouvrir la bouche que vous ne sachiez ce qu'il va dire. Pour un éducateur libertaire, ça se pose évidemment un peu là. Alors, voilà deux positions qu'on trouve au sein de l'Émile et qui sont évidemment facilement opposables. D'un côté, il semble que Rousseau donne la priorité à la démarche d'un sujet dont on doit respecter et promouvoir la liberté d'apprendre. Et c'est la condition pour que cet apprentissage soit une appropriation et pour que l'élève, une fois adulte, puisse s'appliquer dans le contrat social. Un apprentissage qui est aussi, en même temps que l'apprentissage de ce qu'on apprend, l'apprentissage de la capacité critique de comprendre ce qu'on apprend et de se l'approprier. Voilà, c'est l'idée de Rousseau traditionnelle. Mais de notre côté, Rousseau donne clairement priorité au devoir de transmission de l'adulte, en assumant clairement le fait que c'est l'adulte qui décide de ce que l'enfant doit apprendre, puisque si l'enfant pouvait décider de ce qu'il doit apprendre, c'est qu'il serait encore un enfant, et qu'il n'aurait pas besoin d'être éduqué. Or, s'il n'avait pas besoin d'être éduqué, il n'y aurait pas besoin d'éducation, donc pas d'éducateur. Et donc, puisque l'enfant n'est qu'un enfant, il faut l'assujettir à la volonté d'un adulte, sans le moindre scrupule, qui décide ce que l'enfant doit faire librement. Mais tout l'enjeu, alors, quand je le dis comme ça fait un peu Raymond Devos, je parle d'une époque où certains se souviennent peut-être encore de Raymond Devos, quoique mort depuis longtemps. Si j'évoque ça, ça peut paraître comme ça très contradictoire, mais on a trouvé des formules, les philosophes de l'éducation, pour décrire ça. On parle d'éducation négative, etc. Écarter les mauvaises influences pour laisser s'effacer ces dernières derrière les forces de la nature qui reviendraient et qui arriveraient. Bon, c'est une interprétation que j'appelle naturaliste et qui, pour ma part, ne me satisfait pas complètement au regard de la lecture que je fais de l'Émile. J'ai plutôt tendance à penser que ce qui fait de Rousseau une figure particulièrement contradictoire, mais féconde et moderne, c'est qu'il comprend que l'éducation est consubstantiellement une contradiction, puisqu'elle est à la fois exigence de transmission et exigence d'appropriation. C'est l'adulte qui éduque et enseigne, et tant que les enfants naîtront en état de dépendance, les adultes les éduqueront et les enseigneront, mais c'est l'enfant qui grandit et qui apprend. Et c'est cette contradiction entre le fait que c'est l'adulte qui donne naissance, qui éduque et qui enseigne, à un enfant qui seul peut grandir et apprendre, qui est, me semble-t-il, l'objet même de l'entreprise éducative dans tous ses balbutiements, dans tous ses tiraillements et dans toutes ses expressions historiques. L'enfant ne peut pas décider de ce qu'il doit apprendre. Non, il ne décide pas, aucun de nos enfants n'a décidé la langue qu'il devait parler, ni les manières de table qu'il devait utiliser.
C'est nous qui décidons à notre place, même si nous sommes des parents les plus libertaires qui soient. Donc nous prenons bien des décisions à sa place, et quand nous l'accueillons à l'école, nous décidons des disciplines qu'il doit étudier, parce que jusqu'à présent, on n'a pas imaginé qu'il puisse le décider lui-même. C'est donc l'adulte qui assume son antériorité, mais cette antériorité, qui est une antériorité chronologique, ne doit pas éclipser le fait que dans l'apprendre, l'antériorité est toujours celle de l'enfant. C'est-à-dire c'est toujours celle du sujet qui décide d'apprendre et qui est le seul à pouvoir décider d'apprendre. Et on a ce paradoxe extraordinaire d'une institution absolument gigantesque et qui organise l'éducation des enfants, institution qui repose sur une pointe extrêmement ténue, puisqu'il suffit qu'un élève ait envie de pisser pour que, immédiatement, bien évidemment, toute l'institution, du ministre à l'inspection générale, en passant par l'ensemble des programmes, soit réduite au plus triste des dérisoires, par le fait qu'il n'est plus disponible. Et donc, cette espèce de paradoxe entre une machinerie d'un côté, et puis de notre côté, la mise en route d'une personne qui décide et qui est seule capable de décider, me paraît être au cœur de la question éducative et au cœur, alors je vais parler là plutôt en tant qu'historien, non pas de la philosophie, mais de la pédagogie et de l'éducation, au cœur de l'inventivité éducative. Ceux qui inventent l'éducation sont ceux qui ne renoncent ni à la transmission, c'est-à-dire ils ne sont pas dans une espèce de naïveté en pensant que l'enfant va tout faire lui-même, mais qui ne renoncent pas non plus à la question du sujet et qui font de la question du sujet une question centrale. C'est-à-dire ceux qui affirment que seul le sujet peut apprendre et qu'on ne peut pas t'apprendre à la place de quelqu'un, ni la natation, ni les mathématiques, ni quoi que ce soit. Et qui cherchent à trouver comment rendre compatibles ces deux affirmations absolument, apparemment incompatibles. Moi je me souviens d'avoir, il y a très longtemps, je vous parle d'un temps qui est moins de 20 ans évidemment, assisté dans la même journée à deux conférences. Le matin, j'étais à un cours de Paul Ricoeur qui s'intitulait « Tout autodidacte est un imposteur », où Paul Ricoeur expliquait d'une manière tout à fait subtile et extraordinaire que même celui qui se prétendait autodidacte était un prédateur par rapport à des choses qui existaient avant lui. Bon, bien évidemment. Donc, l'autodidaxie est imposture. Et le soir, à Dourdan, nous étions réunis par un psychosociologue américain dont c'était la première venue en France, qui s'appelait Carl Rogers, qui nous avait expliqué « on apprend bien que ce que l'on apprend soi-même ». Et moi, j'ai passé l'essentiel de ma vie à essayer de combiner ces deux affirmations qui me semblent toutes les deux aussi vraies l'une que l'autre. C'est-à-dire que tout autodidacte est un imposteur, mais qu'on apprend bien que ce qu'on apprend soi-même et en décidant de l'apprendre, et que précisément, créer de l'éducation, c'est rendre compatibles ces deux affirmations. C'est ce qu'on voit chez les successeurs de Rousseau, alors que Rousseau était un praticien de l'éducation pis que médiocre, c'est évident, y compris avec Levasseur, avec Thérèse Levasseur, son épouse, dont on sait qu'il ne lui a appris à lire, semble-t-il, que très tardivement. Et d'ailleurs, vous avez vu que le machisme de Rousseau se répercute sur notre tribune. Que Rousseau ait été un piètre éducateur, c'est sans doute vrai, mais il a été bien évidemment suivi d'un certain nombre de gens. Et moi, j'ai une admiration tout à fait particulière pour un de ses disciples, qui est Pestalozzi, qui est quand même citoyen d'honneur de la République française, fait citoyen d'honneur de la République française, qui dès 1789 élabore une méthode et qui est le premier à décider de choses indécides, qu'on ne pouvait pas décider avant. Pestalozzi, il sait qu'une ville en Suisse allemande qui s'appelle Stans vient d'être rasée par les armées du Directoire. Il est lui-même sympathisant du Directoire. Il arrive chez des enfants dénudés, qui n'ont rien à manger, qui ont la gale, qui ont tout, dont les parents ont été tués par ses propres amis, et il arrive pour leur faire l'école. C'est la première ZEP. C'est la première fois qu'on fait quelque chose qui nous paraît aujourd'hui absolument banal, mais qui ne l'est absolument pas au regard de l'histoire de l'éducation, c'est d'aller enseigner à des gens qui ne paraissent pas en avoir les capacités, qui n'en ont rien à faire, et qui plus est, vous sont largement hostiles.
C'est la situation d'un enseignant de Z, hein, globalement. À peu près. Donc, Pestalozzi, quand il décrit dans la lettre de Sturm ce qu'il fait, et qu'il explique qu'il veut donner des mains à Rousseau, parce que c'est l'expression qu'il utilise, je veux donner des mains à Rousseau, il dit, eh ben, il faut à la fois que je crée un cadre, et qu'en même temps, dans ce cadre, je rende possible le fait que chacun puisse apprendre. Alors, on trouvera chez à peu près tous les pédagogues la même idée, on la trouvera aussi bien dans un bord de l'échiquier politique qui est celui de l'Église, par exemple, chez un pédagogue très intéressant qui s'appelle Jean Bosco, qui a fondé les Salésiens, qui sont devenus ce qu'ils sont devenus, mais Bosco est intéressant parce qu'il crée l'enseignement professionnel, il introduit le foot dans les banlieues de Turin, etc. etc. Bon. Mais on le trouve à l'autre bout de l'échiquier politique chez un pédagogue bolchevique que je trouve extrêmement important et dont l'œuvre est tout à fait essentielle, il s'appelle Anton Makarenko, et qui disait quelque chose de particulièrement écologique: l'enfant est malade, soignez le milieu. Hein, particulièrement écologique, et dont il disait très précisément que c'était la leçon qu'il avait retenue de Rousseau. Je crois que dans son schématisme, dans sa rapidité, dans sa formule un peu à l'emporte-pièce, il a effectivement retiré cette leçon de Rousseau. L'enfant est malade, soignez le milieu, parce que le milieu, ça, nous pouvons le créer, nous pouvons le faire, nous pouvons le rendre stimulant, intelligent, construit, etc., etc. Mais nous ne pouvons pas agir sur la volonté de l'autre. Nous pouvons faire en sorte simplement que dans le milieu le plus riche, l'autre mette en œuvre sa propre volonté. Et au fond, quand Makarenko dit l'enfant est malade, soignez le milieu, il est assez fidèle à la formule de Jean-Jacques qui dit « Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. » Et c'est ce tout faire en ne faisant rien qui me semble aujourd'hui particulièrement intéressant à travailler pour penser une éducation qui ne soit pas manipulation. Voilà, merci et nous devons... Merci beaucoup. Nous allons vraisemblablement déborder un petit peu de l'horaire, un bon quart d'heure, hein, et ce serait bien aussi qu'on ait quelques échanges avec la salle. Donc vous allez voir que la logique entre Rousseau et Ellul est vraiment naturelle, hein, parce que quand Rousseau dit que la domination de la technique va réduire l'humanité en esclavage,